Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 14 août 2024. Alors aujourd'hui, on va parler des chiffres macroéconomiques, notamment aux États-Unis. On parlera aussi du CAC 40 et des actions qui bougent, et notamment les grosses pondérations sur le CAC 40. Et puis, on fera un petit point sur les techs américaines pour voir si ça peut être intéressant de se replacer, de voir un peu comment se comportent les grosses capitalisations dernièrement. Comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors, il y a eu quelques chiffres dernièrement. On a eu notamment hier aux États-Unis, prix à la production. On avait déjà un indice, puisque on était à 0,2 le dernier mois. On attendait encore plus 0,2 et on a eu plus 0,1. Donc, on voit que les prix à la production commencent à baisser. Et on a eu aujourd'hui l'IPC. Alors en France, on est à 2,3 sur l'année. On était à 2,2 le mois dernier. Un peu partout en Europe, on a un petit rebond, mais c'est vraiment très faible. Mais on est relativement proche de 2 quand même. Aux États-Unis, le rebond il a été plus fort. On voit qu'on est plutôt proche des 3. Là, la bonne nouvelle, c'était qu'on était à 3 le mois dernier. On attendait encore 3 et on passe sous les 3. On est à 2,9. Alors l'écart il est pas monstrueux, mais ça montre quand même une descente, et surtout on le voit ici depuis 1, 2, 3, 4, 5 mois, une baisse continuelle de l'inflation. Donc des conditions qui sont plus favorables pour que la Fed, la Banque fédérale américaine dirigée par Jérôme Powell, baisse les taux prochainement, et on parle de 0,5, on verra si c'est 0,25 ou 0,5. Je crois que c'est le 18 septembre l'annonce, et après la réunion. Et avant ça, on aura le symposium à Jackson Hole, comme chaque année au mois d'août. Donc voilà, c'est plutôt bien pour les grosses capitalisations qui ont besoin de se refinancer, de se désendetter, d'avoir de l'argent moins cher en permanence. Et donc c'est un chiffre qui confirme qu'on va certainement avoir peut-être une détente sur ces niveaux-là. Donc plutôt intéressant peut-être de voir la réaction des marchés prochainement, et de se placer sur des valeurs sur lesquelles on ne s'était pas placé, sur lesquelles on avait des doutes. Il y a encore des chiffres, notamment demain et après-demain, mais surtout demain. Il y a beaucoup de chiffres demain à 14h30 et 15h15 aux États-Unis qui devraient, on espère, confirmer cette tendance. Mais oui, se placer peut-être sur des valeurs qui nous semblent intéressantes parce qu'elles pourront être soutenues par une économie et surtout une aide fédérale, et donc une économie un peu plus forte finalement, et un marché et des conditions de marché peut-être un peu plus favorables pour les entreprises. Alors le Dow Jones qui monte un peu aujourd'hui, le Nasdaq qui était légèrement négatif, qui est en train de remonter là, à la mi-séance. Pour la France et pour le CAC 40, ça suit un peu le mouvement, avec un gain, on le voit, quasiment 0,8, plus 0,79 aujourd'hui. Et surtout, c'était la zone dont on avait parlé ces derniers jours, les 7003. Alors on avait une zone à 7281. Donc en gros, les 7003, ils ont été cassés dès l'ouverture. On fait un petit gap haussier. Alors, il n'y a pas grand-chose, mais il y a un petit gap quand même. Et on finit plutôt bien. Donc ça, c'est intéressant. Le but, c'est ça. C'était le scénario qu'on avait mis. C'était aller ici sur les 7003, jouer les 7003 et réagir pour aller vers les 7004 pour le haut du canal baissier. Avec la tendance qui se confirme peut-être avec la Fed, on pourrait avoir ce scénario-là, et peut-être la cassure, si ça se confirme. On est où là? On est au mois de septembre, 18 septembre, ça nous fait où? Ça nous fait ici, à peu près. Là, on est au 9, hop. Donc on va dire que si on arrive ici au 18 septembre, et puis la confirmation de la Fed, peut-être les marchés qui vont bien réagir. Donc ça, c'est pour alors plus les américaines, mais les européennes vont suivre, parce que forcément dans le CAC 40 il y a beaucoup de valeurs qui ont des marchés internationaux, et qui vendent pas que en France. Forcément, ils vendent aussi aux États-Unis, donc ils sont largement tributaires des conditions économiques aux États-Unis.
Donc peut-être intéressant hein, ce qui est en train de se passer pour rentrer sur le marché si vous étiez sorti dernièrement. On va voir les grosses variations sur le CAC. Hermès. Hermès, alors forcément, le CAC monte, c'est grâce à ces grosses pondérations, à savoir le luxe et le pétrole. En luxe, on a Hermès, on a LVMH, on a L'Oréal et on a Total pour le pétrole. Hein. C'est les grosses valeurs. Forcément, si vous avez Unibail qui prend 10%, ça va pas beaucoup impacter le CAC, parce que la pondération elle est autour de 0,5 je crois de mémoire. Donc voilà. Hermès qui est en train de faire le boulot, hein, c'était ça qu'on attendait, le boulot sur les 2014. C'est cassé, c'est tenu. Ça demande encore confirmation, mais et peut-être un boost en Chine qu'on attend toujours, mais on a vu qu'Hermès, ils étaient aussi forts aux États-Unis, hein, ils n'étaient pas à 100% tributaires de la Chine, et le retour de l'argent un peu moins cher finalement aux États-Unis, ça peut aider aussi Hermès à vendre plus dans la région Amérique du Nord. Donc plutôt intéressant. On est toujours en consolidation, alors une consolidation qui dure, mais c'est normal, hein, les consos généralement ça dure bien 3 mois en général. Donc là on en est où? Hop, mois de mars, avril, mai, juin. Juillet, août, ça fait 5 mois qu'on consolide. Donc forcément, on surveille tous hein, cet oblique-là qui sera une confirmation. Peut-être jouer en anticipation, ça semble un peu risqué quand même, mais pourquoi pas hein, sur Hermès. Les données sont plutôt favorables quand même. Je serais plutôt plus prudent et j'attendrai quand même la confirmation et un retour sur les 2150 ou un peu avant les 2200 hein, peut-être pour rentrer sur Hermès. Mais s'il y a une action du luxe que je jouerais, ce serait pas Kering, ça c'est sûr. Et plutôt Hermès que LVMH, hein, parce qu'elle donne quand même des signaux super forts depuis un moment. Et pas encore en passe de prendre le leadership par rapport à LVMH sur la capitalisation. Ils sont toujours beaucoup plus gros. Mais en termes de marge, en termes de progression, c'est plutôt Hermès qui est en train de gagner le combat ces derniers mois. À voir si on va avoir, comme certains analystes le pensent, une consolidation du luxe qui peut durer jusqu'à plus d'un an, un an et demi. Auquel cas, on a commencé ici mars 2024, faudrait y revenir été 2025 ou fin 2025. C'est pas impossible. Mais quand on connaît quand même la force du luxe et la résilience avec des marchés compliqués, notamment en Chine, si la Chine repart, c'est sûr que le luxe va repartir. Donc on est finalement plutôt en attente, prêt à rebondir. Je pense pas que ça va durer encore un an. On verra. Schneider, on va en reparler prochainement, hein, j'espère ce week-end, notamment avec le grand aussi. LVMH, le deuxième, hein, ou voire le premier du luxe, mais on le voit beaucoup moins fort, hein, LVMH. Alors eux aussi, ils ont rebondi un peu dernièrement, il y a une petite réaction. On n'est pas allé chercher le support le plus bas, mais toujours ce gap, le gap baissier, on est toujours en dégradation même, c'est plus de la consolidation là. C'est de la dégradation sur LVMH, hein, donc on le voit, moins 26%. Pourquoi pas jouer des rebonds techniques, parce que si on casse les 660, on fait quoi? On va essayer de combler le gap à 685 et puis revenir ici sur les 740, mais après, ça risque d'être, je pense, un peu compliqué. Donc plutôt privilégier quand même ceux qui montrent des gros signaux de force, à savoir Hermès. Et puis on va faire notre ami Total. Ils sont là, Total. Eux aussi en conso hein, depuis le mois d'avril. C'était un peu le plus haut partout. Plutôt bien Total. On a eu la réaction sous la moyenne à 200. Là, on est en train de la travailler. Là aussi, le signal est pas encore donné sur une relance haussière de Total, comme on peut l'avoir généralement sur des cassures d'obliques ici. Hein, on le voit bien. Par exemple, dernièrement, au mois de juillet 2023, une conso qui dure environ 3 mois sur ce point-là, parce que si on prend ce point-là, elle durait 6 mois. Derrière, on a le rallye haussier. Pareil ici avec la conso, alors là on l'a mis ici, forcément ça dure pas longtemps, ça dure 2 mois, mais si on le prend ici, ça dure 5 mois. On casse
on met un rallye haussier, et puis là, on est pas mal, parce qu'on a pas mal, on a déjà nos 2-3 points d'impact, hein, surtout nos deux gros, et puis on en est encore loin, donc au mieux, ça va faire quasiment 4 mois, hein, donc on est bien au niveau de la consolidation sur Total. Je pense qu'il faut attendre, c'est le plus sage, un retour autour des 62-63, et peut-être un petit pic de volume, comme on a eu ici, sur les cassures. Alors on l'a pas eu au mois de juillet, mais on avait des signaux un peu identiques à ce qu'on a aujourd'hui avec la moyenne à 200. On le voit ici, on vient casser l'oblique, on vient tester la moyenne à 200 et finalement on casse. Si on n'était pas rentré ici sur les 51, on pouvait rentrer ici sur les 52,5, 52,7. Tout ce travail-là, il valide un rallye haussier qui va se propager sur la valeur. Donc là, c'est pareil, c'est ça qu'il faut plutôt voir, c'est ça qu'il faut plutôt attendre, plutôt que d'anticiper et puis finalement passer 2 mois où il se passe rien et éventuellement aller plus bas. Donc sur Total aussi, mais on n'est pas loin, hein, pour venir casser. Donc le scénario, il est là sur Total. Aller vers la résistance à 62,2, peut-être avoir un peu de mal et puis finalement la casser les 63 et puis ici, bah, on achète. Et au niveau de ce qui ne fonctionne pas trop, pas super pertinent pour moi, au contraire, je serais plutôt acheteur sur Téléperformance, je l'ai dit. Pourquoi? Parce qu'on revient à chaque fois sur cette oblique ici, plutôt court terme, moyen terme. Ça dépend comment on l'entend. Depuis le mois de mars 2024, c'est des zones qui sont constamment rachetées et on le voit. Ici, on mèche, on est en train d'inverser la tendance pour repartir vers le haut. Et puis là, à chaque fois, c'est plutôt intéressant, hein, d'acheter sur ces niveaux-là, on le voit. 100 euros, 101 euros, 101 euros, 102. On est monté à 104, mais on descend à 102. Mais finalement, il y a une accumulation ici. Le petit X, c'est quoi? C'est le gap baissier, mais qui a eu lieu un peu sur un contexte général où tout a pété à la baisse. Finalement, le grand Téléperformance, ils ont suivi le mouvement, mais c'est pas forcément sur eux, sur les chiffres de Téléperformance, sur leurs données à eux qu'on a eu cette baisse là. Donc moi, je serais toujours plutôt acheteur sur Téléperformance, hein, à moyen terme, on le voit, pour retrouver à nouveau une accumulation sur moyenne à 200 et puis la cassure des 120 à suivre, parce que le retournement il est en train de se faire et puis est porté peut-être par l'IA. Les annonces faites aussi, parce que ils sont déjà bien fait défoncer ces derniers mois, notamment dû à l'utilisation de l'intelligence artificielle par les concurrents. Téléperformance, ils vont faire la même chose, hein. Ils vont intégrer des solutions IA sur une partie de leur service, notamment pour faire baisser les coûts, notamment comme ce qui a été le cas sur Salesforce et aussi sur une valeur suédoise dont j'ai oublié le nom, et ainsi augmenter une partie des marges et retrouver un attrait pour les investisseurs. Donc là aussi, moi je suis plutôt toujours favorable sur Téléperformance, au contraire de Kering, hein, qui perd 0,3, mais il n'y a que des signaux négatifs sur Kering. Gap baissier, on enfonce tout, le graphe il est horrible. On n'a même pas besoin de regarder les news ou les chiffres fondamentaux. Quand on voit un graphe comme ça, c'est parlant, hein. Là, le marché il nous dit non, il nous dit fuyez, faut pas acheter. Alors le jour où on a peut-être quelque chose comme ça sur Kering, où on tient un support, hop, on fait un rebond technique, on revient et on casse le rebond technique, bah là, peut-être en cassant le gap à 296, donc sur les 300, on pourra revenir. Mais on le voit là, on est déjà à la fin de l'année, hein. Je jouerais éventuellement Kering sur ce type de scénario là, parce que pour l'instant, on va plutôt continuer à aller chercher du pétrole. Et les valeurs américaines qu'on va voir maintenant, on va faire les 7 magnifiques. On va faire ARM juste avant, parce que j'aime bien ARM. C'est plutôt intéressant quand même ce que nous montre ARM. Et toutes les valeurs techno, on est sur du rebond qui va chercher les résistances. On n'en est pas encore au stade où on lâche les chevaux, mais potentiellement, vu les données qu'on a, vu les chiffres qu'on a, c'est plutôt le scénario vers lequel on va. C'est-à-dire qu'on va aller taper la résistance, on va aller la casser.
Sur tous les indicateurs qu'on a aussi, c'est plutôt largement favorable. Alors si dans 2-3 jours on a un petit début de retour vers le bas, ce sera peut-être remis à plus tard, mais un plus tard qui peut arriver aussi vite. Donc moi j'aime plutôt bien les technos. Je suis pas re-rentré dedans, mais je vais regarder ça assez assez attentivement ces prochains jours. Il m'en veut. Donc sur ARM, qu'est-ce qu'on peut espérer? Bah, on a déjà la réaction sur moyenne à 200 avec le gap qui n'a pas été comblé, hein, le gap sur 78,35. La grosse conso au niveau des indicateurs, au niveau de la MACD, on est revenu largement bas et là on voit, on a quasiment l'inversion de tendance, le retour des listos verts. Alors c'est pas 100% d'occurrence quand on arrive là. Par contre, c'est un signal qui était déjà enclenché depuis quelques jours sur du court terme avec une progression court terme. Donc ça c'est intéressant et on a aussi l'oblique RSI. Hein, ça c'est un indicateur que j'aime bien qui souvent précède les prix. Alors là les prix ils ont déjà augmenté, mais si on vient à le casser, on peut espérer pas mal de bonnes choses sur ARM. Et on risque de l'avoir probablement demain ou après-demain si le marché continue en ce sens. ARM, on le voit, hein, une cotation ici depuis 200 jours, depuis le mois de juillet, c'est toujours haussier. C'est toujours largement favorable, c'est quasiment un monopole hein, sur les puces de smartphone notamment. Donc pas loin de rentrer quand même. On attend peut-être la confirmation demain ou après-demain, mais ça semble super intéressant. Pourquoi on attend? Parce que sur beaucoup de tech, on est un peu sur le même niveau et on va le voir sur les 7 magnifiques. Alphabet, on a la conso et on voit qu'on n'est pas encore sorti de cette consolidation. On est allé combler le gap ici, hein, 156, 162, boum, il n'existe plus, on l'a comblé le 5 août. Donc sur Alphabet, alors Alphabet aussi beaucoup investi sur l'IA, on réagit au-dessus de la moyenne à 200 et puis bah, elle est en train de faire ce qu'on pensait, c'est-à-dire aller chercher les 162 plus ou moins, l'oblique de résistance et c'est là qu'il va falloir casser pour signifier que la consolidation est terminée. La consolidation qui pour l'instant, on est allé chercher du moins 18, on en est à moins 16. On a fait un petit rebond à moins 13, mais on le voit que ça dure. Mais que c'est pas terminé. C'est pour ça qu'il faut mieux éviter, je pense, de rentrer trop vite, de se faire balader par un marché qui va nous faire quoi? Qui va nous faire aller hop sur résistance, et finalement, on a fait 1 mois, 2 mois, et on a perdu un petit peu. Ce sera pas forcément catastrophique sur ces valeurs-là, qui, je pense, ont des statistiques super élevées pour aller à nouveau casser les plus hauts et pas aller vers le bas. Hein. C'est sûr qu'Alphabet, c'est sûr, il y a de très grandes chances qu'Alphabet, hein, il performe et on les retrouve plus haut à 3 ou à 6, 9 mois. Donc, mais toujours attendre cette confirmation qu'on n'a pas encore, parce que sur Alphabet, on est toujours en consolidation. Sur Amazon, c'est pareil. Les résultats qui ont été vendus, pourquoi? Parce qu'on a jugé que les investissements sur l'IA étaient trop importants par rapport à ce qui, pour l'instant, dégageait. Pour l'instant, l'entreprise récupérait grâce à l'IA. Mais c'est un investissement qui est quasiment obligatoire et qui va leur permettre, hein, comme au gros, d'être toujours leader et de se partager le gâteau de l'intelligence artificielle. Là aussi, on le voit que ça a été racheté en partie. Il y a toujours un gap. On est toujours en consolidation, mais pour moi, l'action, elle est toujours sur Amazon. Elle est toujours haussière long terme. Mais il faut attendre cette confirmation-là aussi d'aller taper l'oblique et de casser et de combler le gap à 181. Là, on aura la confirmation, parce que potentiellement, hein, ça peut durer aussi et nous amener ici à la rentrée ou à la fin de l'année avant que ce soit plus intéressant. Donc là aussi, Amazon, surveiller la conso et peut-être rentrer rapidement, mais avec les chiffres qu'on a eu, hein, et puis les annonces qui seront certainement faites sur la Fed, ça va donner un coup de boost à toutes ces valeurs-là. Apple, eux, ils ont cassé leur petite conso court terme. Ils ont fait un gros rebond. Le support, alors le support, il est magnifique. Là, c'est un cas d'école, hein, sur Apple. 197, hop, échec. On fait un gap. On y revient quelques mois après, boum, échec. On y revient quelques semaines après, échec.
On met du temps. On revient ici. Juin, boum. On le casse avec un super chandelier. Ça devient un support. On va un peu plus haut. On revient une première fois. Support, un gros chandelier. Donc forcément, c'est racheté. Et derrière, on revient. Donc on voit que ce support à 197, c'est une zone super intéressante. Et techniquement, hein, c'est ce qu'on recherche en analyse technique. C'est ce genre de choses qui permet de vendre, de prendre ses bénéfices et puis de rentrer. Hein, donc d'avoir des points d'entrée, des points de sortie super, super favorables. Là, ce qui est intéressant sur Apple, c'est que là aussi, on avait un gap baissier, mais qu'il a été comblé super rapidement. 1, 2, 3, 4, 5, en 6 séances, avec, alors même si des fois on était rouge, parce que là, par exemple, on perd 1%, mais c'est un chandelier vert, parce qu'il est racheté dans la journée. Donc on voit que ça fait que monter, et qu'il y a une force acheteuse énorme sur Apple, qui va peut-être être précurseur par rapport aux autres, parce qu'on voit qu'on a déjà sur Apple l'inversion de tendance. Et puis la tendance, elle est toujours moyen-long terme, super haussière aussi sur Apple, donc plutôt intéressant. Et peut-être aussi une zone d'achat. Là aussi pour viser plutôt le moyen terme que le court terme, mais le court terme se défend aussi, hein, éventuellement techniquement. Meta Platform. Alors on avait parlé, hein, Meta Platform notamment ici, je crois, c'était le 5 juin, où on était largement favorable. Elle avait réussi elle aussi à combler son gap, et avec des résultats annoncés sur la publicité qui était meilleurs qu'espéré. Bah on revient sur ces zones-là, hein, les 530. On a cassé un peu les 542, mais Meta Platform, c'est Facebook, hein, notamment, mais pas que. Il y a une myriade d'autres entreprises sur Facebook. On n'a toujours pas comblé le gap, et peut-être peu de chances qu'on vienne le combler, le gap à 399. Bah là aussi, gros chandelier vert, gros signe de force, gros signe d'achat, des volumes aussi intéressants. Alors là, c'était sur des volumes à la vente, mais ça fait un gap haussier, donc derrière c'est racheté. On est aussi positif sur Meta Platform. Là aussi, alors ils sont pas dans la même config, parce que les autres ils sont plutôt en consolidation. Mais finalement on revient sur des niveaux clés aussi, c'est-à-dire qu'on va avoir des niveaux sur les autres, sur une oblique. Là on revient sur du fixe, mais c'est la même chose. Les 530, 540, on le voit, c'est ici. C'est ce qui a fait résistance. Si ça casse, Meta Platform, il devrait continuer, hein, et peut-être lancer un rallye intéressant, comme ça avait pu être le cas ici, notamment en juillet 2023, on le voit. Échec, on y revient une deuxième fois, et puis 3 fois on casse, on va un peu au-dessus, on recharge, et puis on lance le rallye haussier. Ça peut être ça avec un échec sur les 530, on redépasse sur les 542, on revient à nouveau. Qu'est-ce qu'on va faire derrière? Si on prend un peu la même stratégie, hop, on va enlever ça. C'est ça. On casse les 542, on met un petit plus haut, je sais pas où, on revient sur les 530 ou les 540, et ensuite, jackpot. C'est ça qu'on peut jouer. Donc là, on n'en est pas loin. On peut éventuellement acheter maintenant, en anticipation, ou attendre quoi, la finalisation du breakout, le pullback sur les 540 ou 530, qui sera peut-être mieux, parce qu'on aura gagné du temps si on investit là, parce qu'on va jouer que le haut. Mais ce pullback, il est pas sûr, hein, potentiellement, elle casse tout, et puis elle revient jamais. Microsoft, voit aussi, on revient sur l'oblique, on a rebondi sur la moyenne à 200, sur des zones support à 382. On casse l'oblique, mais on casse pas encore la moyenne à 20. Moi, c'est plutôt la moyenne à 20 que je vais surveiller sur Microsoft. Mais là aussi, hein, gros leader sur l'IA, inversion de tendance niveau MACD. On est allé sous les 30 niveaux RSI, on revient. On a un peu tous les signaux qui sont au vert pour un beau rebond sur ces valeurs techno, qui devraient être confirmées demain. Mais je pense qu'on peut rentrer probablement demain avec la confirmation des chiffres, hein. Si demain on casse pas vers le bas après 15-16 heures, il y aura beaucoup de valeurs comme ça technologiques qui seront intéressantes à prendre. Et Microsoft, si on vient pas faire un échec demain sur les 418, 419, si on casse et qu'on arrive sur les 420, 422, ce sera positif. Nvidia aussi, hein, pareil. Ils ont comblé le gap ici, le gap entre 97 et 101, donc ça c'est bien, avec le chandelier du 5 août. Hop, on va nettoyer un peu.
Et depuis, bah, eux aussi, ils suivent le rebond, mais on voit qu'ils sont toujours en mode conso aussi. Alors, c'est une conso peut-être un peu, un peu différente des autres parce qu'ils ont des forces et des tailles de chandelier monstrueuses. Mais là aussi, ce qu'on peut attendre sur Nvidia et ce qu'on peut redouter peut-être, c'est quoi? C'est le troisième point d'impact et puis finalement l'échec. C'est pour ça qu'il faut mieux attendre peut-être le troisième point d'impact et la cassure. Alors après la cassure, on aura certainement aussi un retour. Et puis mais ce travail-là, mais on aura déjà un gros point positif qu'on n'a toujours pas passé. On est toujours en consolidation parce qu'on a eu un plus haut ici sur les 140. On a perdu 34%. Sur Nvidia, c'est beaucoup, hein, c'est une vraie consolidation, c'est limite de la dégradation, presque un 34% sur une valeur, même si on a beaucoup monté. Et là, on est à moins 15, donc on voit qu'on est encore sur des niveaux de conso. Maintenant, la consolidation, si on regarde les indicateurs, on peut la considérer comme quasiment terminée. Et on l'aura certainement ces prochains jours si on revient sur les 125 ou plus. Et enfin Tesla. Non, moi j'aime pas Tesla. J'aime pas les chiffres. J'aime pas la concurrence qui met une grosse pression sur Tesla. J'aime pas le fait que Tesla baisse ses prix pour essayer de vendre et faire du volume et rogne sur les marges. Tout ça, ça pèse forcément. Et moi, je vois pas beaucoup de trucs positifs à dire sur Tesla. Alors, ils avaient le robot taxi aussi qui a été reporté. Enfin, il y a plein de signaux. Alors peut-être qu'ils vont annoncer le robot taxi après un autre modèle et qu'il va y avoir de belles ventes. Mais pour l'instant, on l'a pas ça. On a que des signaux négatifs. On a le double échec sur les 265. On a le gap baissier. Alors là, on est revenu finalement à la moyenne. Là, c'est plutôt intéressant parce qu'on revient travailler une zone médiane où il y a toutes les moyennes et où finalement on a eu des gaps baissiers, on a eu des gaps haussiers, on a eu un peu tout. Je pense que ça va se calmer et c'est peut-être là où on aura peut-être un début de tendance. Mais Tesla, ils suivent pas du tout les autres. Hein. C'est pas une technologique, mais on l'a mis dans les 7 magnifiques parce que c'est les grosses capitalisations. Qu'est-ce qu'on peut espérer sur Tesla? Techniquement, je pense qu'on va plutôt vers du neutre, c'est-à-dire la fin du rebond technique, et voir jusqu'où il va aller. A priori sous les 245, donc c'est ça qu'on peut peut-être voir sur Tesla. Donc le rebond technique, où est-ce qu'il va? Ensuite, le pullback, et attendre de casser le rebond technique. Boum. Et là, c'est positif. Mais pour le moment, Tesla, ils vont peut-être suivre leur oblique ici, hein, avant de recasser. Et là, ce sera intéressant, mais pour le moment, c'est plutôt neutre et il n'y a pas grand-chose à faire hein, sur cette valeur, je pense. Enfin, moi, j'éviterais de la trader sur ces niveaux-là, où c'est plutôt on va lancer la pièce et on va avoir une chance sur deux. Et les analyses abonnées à leur arme, je l'ai déjà faites. Ça, on l'avait fait aussi, hein, d'un Dadon qui revient. Iris Energy, alors on en avait parlé visiblement déjà cet été. J'avais fait le petit scénario ici sur Iris Energy, c'était ça. C'était faire le pullback et puis réagir ici sur les 8,06. On est revenu sur les 8,06. On a cassé, mais on a cassé où? Sur la moyenne à 200. Donc finalement, c'est pas catastrophique parce que la moyenne à 200, on la tient. Derrière, on a la baisse de la volatilité, les chandeliers qui rétrécissent. Et potentiellement, hein, qu'est-ce qu'on va faire? Hop, il est où mon stylo? Il est là. On va revenir dessus, accumuler et repartir. Parce que la conso, on l'a comme ça éventuellement. Là aussi, on a une oblique qui est sous la moyenne à 20. Donc on va plutôt privilégier la moyenne à 20 que cette oblique-là. Ça serait plus pertinent. Donc oui, c'est ça, hein, attendre le retour au-dessus des 8,06. Mais là, on est plutôt bien. On est plutôt bien sur Iris. Si elle revient sur les 8,06 et qu'elle commence à accumuler, ouais, on peut acheter, je pense. LDC, rien de nouveau. Automatica non plus. Median Technology, on l'avait fait hier. Memscap. Alors, Memscap, c'est un peu le secteur des semi-conducteurs qui a du mal. C'est pour ça que j'éviterais de les jouer.
même si on en a parlé, c'est plutôt favorable quand même. Ils ont un gros potentiel, mais il faut pas aller contre le marché. Pour l'instant, le timing sur beaucoup de valeurs, alors elles sont basses potentiellement, c'est des points bas et puis on va cartonner. Moi, je le connais pas le point bas hein, sur les semi-conducteurs, donc potentiellement même Scap, euh, peut-être ASML, peut-être ST microélectronique peuvent continuer d'aller plus bas. Moi, je rentre pas sur des actions comme ça qui donnent des signaux négatifs. J'attends une réaction. On a eu quoi sur Memscap? On a eu ce travail ici sur la moyenne à 200, cette cassure, ce retour sur moyenne à 200 et cet échec. Même si on est allé un peu au-dessus, on a vu que tous les échanges se faisaient autour des 7 en gros, hein, autour de la moyenne à 200. Derrière, on casse. Donc on a quand même bien dégradé la tendance, c'est-à-dire un retour ici sur les 5,28. C'est ça qu'il faut acheter. Si on a un retour sur les 5,28 et une réaction. Là, on achète sur les 5,60 à peu près. Et encore, ce serait pour du rebond technique, pour aller jouer la résistance, et éventuellement mieux. Mais oui, c'est plutôt baissier. Ça fait toujours aussi peur, hein, même s'il y a un peu de réaction et que la réaction elle est forte, parce que 10%, c'est énorme. Mais demain, on peut se prendre potentiellement moins 25. Là aussi, hein, signal baissier, mais pas beaucoup, hein, si on veut jouer des rebonds comme ça, parce que c'est très risqué. Nvidia, on l'a fait. Total, on l'a fait aussi en début. Et Unibail, pas mal Unibail. Ça reste haussier. Alors, on a là aussi cette belle phase, et puis c'est assez bien marqué, hein, la phase de consolidation, on le voit, initiée ici sur la résistance à 82, c'était le plus haut du mois de juin 2021. On est revenu, on fait un échec, donc derrière, on est quasiment sûr d'aller chercher le support précédent. Le support précédent, il était à 70. On est revenu le chercher une fois, on rebondit, on est venu le chercher deux fois, on casse. Donc on va chercher le support en dessous, les 63. On vient de le frôler. Alors est-ce que ça va suffire? Ou est-ce qu'on va vraiment aller le toucher et éventuellement combler le gap? Est-ce qu'il y a un gap? Non, il n'y a plus de gap ici. Il n'y a plus de gap normalement. Donc aller sur les 61 ou 63. Mais on voit qu'on a eu que deux points d'impact. Hein. On a eu... alors, il est où mon truc? On va les noter. On a eu le premier point d'impact ici sur le point haut. On a eu le deuxième ici sur le rebond technique. Et derrière, ce qu'on attend, c'est un troisième point d'impact et la cassure de l'oblique. Et pour l'instant, on ne l'a pas. Alors oui, on peut essayer de le choper un peu plus bas. Mais moi, je préfère avoir ma consolidation qui est terminée et commencer à avoir de la construction. Donc là aussi, ce qu'on peut faire, éventuellement l'acheter là, mais c'est pas ce que je ferais, c'est d'attendre d'avoir le troisième point d'impact, soit la cassure directe, on peut acheter, ou attendre le pullback et acheter après, soit le troisième point d'impact, il suffit pas, il faut en attendre un quatrième ou un cinquième pour sortir. Et c'est ces niveaux-là que je jouerais sur Unibail. Ça me semble un peu élevé, même si on le voit qu'au niveau indicateur, oui, on va à court terme, on va vers du rebond. C'est-à-dire qu'à court terme, on va probablement aller chercher la résistance à 70 ou l'oblique vers les 72. Mais on a quand même toujours une force baissière et une consolidation en cours sur la valeur. C'est pour ça qu'il vaut mieux, je pense, encore attendre et voir une tendance s'inverser. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. On en discutera en graphe ou en commentaire. Bon trade, à plus!